Alors, nous allons continuer notre discussion concernant les motifs obtenus lorsqu'on a deux ondes qui interfèrent, et cette fois-ci, nous allons essayer de quantifier tout ça en menant à bien le calcul de l'intensité résultante. Alors, ce que nous allons considérer ici, c'est deux ondes planes, une première onde E1 orientée suivant la direction E1 et une autre E2. L'onde totale, c'est la somme des deux ondes. Et si je veux l'intensité totale, ce que j'ai à faire, c'est la moyenne temporelle de cette onde totale. Alors c'est le module au carré de l'onde totale que je dois prendre. J'ai un coefficient de proportionnalité Cn epsilon 0 qu'on va noter ici grand K. Alors, ce module au carré, comment je peux le calculer? Je le calcule en faisant le produit scalaire du champ total par lui-même en prenant le conjugué parce que ici j'ai des champs qui sont complexes. Alors, eh bien, on va se lancer dans ce calcul. IM, ce sera le coefficient qu'a la moyenne temporelle de E1 plus E2, scalaire E1 plus E2 conjugué. Donc je vais développer ce produit scalaire, ça va me donner quatre termes. Un terme où j'ai E1 scalaire E1 conjugué, un autre terme où c'est E2 scalaire E2 conjugué, et deux autres termes où là, je vais avoir les champs E1 et E2 qui vont être croisés. Ainsi, je vais avoir E1 scalaire E2 conjugué et E2 scalaire E1 conjugué. Alors, dans ces quatre termes, il y a deux choses qu'on peut d'ores et déjà reconnaître. K, la moyenne temporelle de E1 scalaire E1 conjugué, ça représente l'intensité de ma première onde. Donc ça représente IA. Je vais de même pouvoir reconnaître l'intensité I2. Et ce qui va me rester, c'est K, la moyenne temporelle du produit scalaire E1 scalaire E2 conjugué, plus la moyenne temporelle du produit scalaire E1 conjugué scalaire E2. Et là, on voit que l'interférence, elle est présente en raison de ces deux termes qu'on a. S'il n'y avait pas ces deux termes, on aurait l'intensité totale qui serait juste la somme de I1 et I2. L'interférence, ça va mêler les deux champs, E1 et E2, à travers un produit scalaire. Alors, pour nos calculs, on va faire deux hypothèses. La première, ce sera que nos deux ondes sont synchrones. Au niveau du vocabulaire, ça signifie que la pulsation des deux ondes va être identique. Donc on va avoir oméga 1 qui vaut oméga 2 qui va être égal à oméga 0. Et puis, l'autre chose qu'on va considérer, c'est que nos deux ondes sont cohérentes. C'est-à-dire que le déphasage phi qu'on a à ce niveau-là, eh bien, il reste fixe au cours du temps, il ne va pas varier. Donc si je prends ça en compte, vous voyez ici, j'ai plus qu'oméga 0 qui va intervenir. Donc on va un petit peu dérouler maintenant les calculs, et notamment le calcul des produits scalaires qui croisent les champs E1 et E2. Alors, pour calculer ce produit scalaire, E1 scalaire E2 conjugué, on va avoir E1 0, E2 0, les termes de vibration complexe, donc exponentielle de I K1 scalaire R moins oméga 0t, et la vibration qui correspond à O2, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier ici de conjuguer, c'est ce qui fait apparaître le signe moins à ce niveau-là. Et puis l'aspect vectoriel de mon produit scalaire, il ressort à travers le produit scalaire ici des vecteurs unitaires représentant l'orientation de ces deux champs. Alors, qu'est-ce que je peux faire au niveau de ce calcul? Eh bien, là, je vais pouvoir utiliser le fait que mes deux ondes sont synchrones. Donc, j'ai oméga 0t des deux côtés. Ils vont supprimer parce que pour l'onde 2, eh bien, j'ai le moins qui est lié à la conjugaison. Donc, on va avoir l'aspect temporel qui va disparaître. Et ici, qu'est-ce que je peux également reconnaître?
eh bien E1, 0, je vais pouvoir le remplacer par racine carrée de I1 sur grand K. Et de même pour E2, ça me permet à ce niveau-là de faire apparaître les intensités des ondes 1 et 2. Donc maintenant, si je prends la moyenne temporelle de cette quantité, eh bien, c'est là où je vais exploiter le fait que mes deux ondes sont cohérentes. Donc ici, j'ai un terme qui va être fixe au cours du temps. Donc mon produit scalaire E1 scalaire E2 conjugué, eh bien, on n'a aucun élément qui dépend du temps. Il va être constant au cours du temps. Donc calculer sa moyenne temporelle, ça va être extrêmement simple. J'ai juste à prendre le résultat. Et ici, comme j'ai aucune quantité qui change au cours du temps, la moyenne, c'est quelque chose de direct à faire. Et à ce niveau-là, eh bien, on va introduire le déphasage de l'onde 2 par rapport à l'onde 1. C'est notre déphasage phi qui vaut K2 scalaire R plus le terme de phase initiale moins K1 scalaire R. Là, c'est le déphasage qu'on a entre les deux ondes avec l'onde 1 prise comme référence. Et une fois que j'introduis cette quantité, eh bien, mon produit scalaire E1 scalaire E2 conjugué, quand j'en prends la moyenne temporelle, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 1 sur K, racine carrée du produit des deux intensités des ondes, exponentielle, moins I phi, E1 scalaire E2. Donc on voit que ce qui va mélanger les deux ondes, ce sera le terme de phase. C'est là où on va avoir un élément crucial pour l'interférence. Alors, j'ai calculé le premier produit scalaire qui intervenait dans mon intensité totale. Je peux faire exactement le même calcul pour le second élément. J'obtiens quasiment le même résultat. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir exponentielle moins i phi, j'ai exponentielle i phi. Et à partir de là, eh bien, je peux calculer l'ensemble de mon terme d'interférence. Ça va me faire apparaître un exponentiel moins i phi plus exponentiel i phi. Et là, je reconnais l'expression d'un cosinus, plutôt de la moitié d'un cosinus. Donc, mon terme d'interférence, il sera égal à 2 racine de i1 et 2 cos phi E1 plus E2. Et là, j'ai terminé mon calcul. Je connais maintenant l'ensemble des termes qui composent mon intensité totale. IM, ce sera la somme de l'intensité de la première onde plus l'intensité de la seconde onde plus 2 fois racine de I1, I2, le cosinus du déphasage entre l'onde 2 et l'onde 1 et multiplié par le produit scalaire des deux directions caractéristiques des ondes pleines que j'ai initialement considérées. Alors, cette formule, elle est connue sous le nom de formule de Fresnel. C'est une formule importante qu'on va beaucoup utiliser quand on va considérer les interférences à deux ondes. Elle est valable que pour les interférences à deux ondes. Si on a une interférence à trois ondes, il faudra prendre davantage de termes en compte, mais ça sera discuté dans le prochain chapitre. Alors là, on voit que le processus d'interférence, ça conduit à faire intervenir le déphasage entre les deux ondes dans l'intensité totale. On a ce terme cos phi qui va vraiment pouvoir révéler le déphasage entre les deux ondes qui participent à l'interférence. Et ça va ouvrir un très grand nombre d'applications, notamment si on dispose d'un éclairage cohérent. Donc ça, on discutera toutes ces applications dans les différentes vidéos qu'on aura au cours de ce chapitre. Alors, il y a des premières choses qu'on peut dire immédiatement en voyant cette formule. C'est déjà l'influence de l'orientation ici des champs qu'on a. Si on a des directions pour nos ondes planes qui sont orthogonales, des directions de vibration transverses, dans ce cas-là, on aura E1 scalaire E2
qui sera nul. Et dans ce cas-là, on n'aura pas d'interférence. Donc pour qu'il y ait interférence, il faut obligatoirement que les polarisations ne soient pas orthogonales. Maintenant, le cas à l'opposé des polarisations orthogonales, c'est le cas des polarisations parallèles. E1 scalaire E2, dans ce cas-là, est égal à 1. Et ça va permettre d'observer des interférences beaucoup plus prononcées. C'est là où notre terme d'interférence en termes de direction pourra être maximal car notre cosinus, parce que notre produit scalaire vaut 1. Alors, tout à l'heure, nous avions fait l'hypothèse que les deux ondes avaient la même fréquence, c'est-à-dire qu'elles étaient synchrones. Regardons maintenant ce qui se passe si les fréquences sont différentes, c'est-à-dire si les ondes sont non synchrones, oméga 1 est différent de oméga 2. Donc là, j'ai réexprimé le produit scalaire entre E1 et E2 conjugué. Et on voit que je vais avoir oméga 1 et oméga 2 qui vont apparaître et qui vont pas forcément pouvoir se simplifier. Alors, si je regroupe les différents termes et notamment tous les termes qui dépendent du temps, ça me conduit à un terme exponentiel de moins i oméga 1 moins oméga 2 fois le temps. Pourquoi ce terme va être important? C'est que quand on va passer à la moyenne temporelle de notre produit scalaire, eh bien, je vais devoir désormais faire la moyenne de cette quantité exponentielle de moins i oméga 1 moins oméga 2 fois le temps. Et ici, ça va être en fait assez simple de faire cette moyenne temporelle. Pourquoi? Et parce que si oméga 1 est différent de oméga 2, dans ce cas-là, la moyenne temporelle est nulle. En effet, la moyenne temporelle d'un cosinus d'un delta oméga fois t vaut 0. Pareil pour un sinus. Donc mon exponentielle imaginaire, ici, elle vaudra 0 quand je vais la moyenner. Quand j'ai oméga 1 qui est égal à oméga 2, là, mon terme, c'est exponentielle de 0 qui vaut toujours 1, donc ma moyenne vaut 1. Donc là, la conclusion importante ici, c'est que quand les deux ondes ne sont pas synchrones, eh bien, on n'a pas d'interférence qui existe. L'intensité totale, c'est juste la somme de l'intensité des deux ondes prises séparément. Donc, pour observer une interférence, il faut deux ondes synchrones. Eh bien, on est arrivé au bout de cette première étape. On reviendra sur ces calculs et notamment sur l'utilisation de la formule de Fresnel qui est vraie dès qu'on a une interférence à deux ondes.